Le 14 décembre 2012, à 9h30 du matin, un jeune homme de 20 ans brise la vitre d'entrée d'une école primaire dans le Connecticut. En seulement 10 minutes, il va commettre l'un des crimes les plus atroces de l'histoire américaine. 20 enfants âgés de 6 à 7 ans ne rentreront jamais chez eux. 6 adultes qui ont tenté de les protéger perdront la vie. Avant d'arriver à l'école, il a tué sa propre mère pendant son sommeil. Puis il a détruit le disque dur de son ordinateur, effaçant toute trace de ses motivations. Qui était vraiment Adam Lanza? Comment un garçon diagnostiqué avec le syndrome d'Asperger est-il devenu l'auteur d'une telle tragédie? Aujourd'hui, nous plongeons dans les ténèbres d'un esprit tourmenté et d'une journée qui a bouleversé l'Amérique. Ceci est l'histoire vraie du massacre de Sandy Hook. Adam Peter Lanza est né le 22 avril 1992 dans le New Hampshire. Dès sa naissance, quelque chose ne tournait pas rond. Jusqu'à l'âge de 13 ans, Adam avait des difficultés extrêmes pour parler. Il produisait des sons incompréhensibles, comme si son cerveau ne parvenait pas à traduire ses pensées en mots. Ses parents, Nancy et Peter Lanza, ainsi que son frère aîné Ryan, assistaient impuissants à cette lutte quotidienne. Mais ce n'était que le début. Adam développait des comportements de plus en plus étranges. Il se frappait la tête contre les murs, encore et encore. Il affirmait sentir des odeurs qui n'existaient pas. Sa sensibilité sensorielle était si extrême qu'il ne supportait ni la lumière vive, ni certains sons, ni même les étiquettes sur ses vêtements. Le contact avec le chaud ou le froid lui était insupportable. Les médecins ont multiplié les diagnostics. Troubles du traitement sensoriel, troubles obsessionnels compulsifs, et finalement, le syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique. Adam voyait le monde différemment, et le monde lui faisait mal. Chaque jour était une bataille contre des sensations que nous ne pouvons même pas imaginer. À l'école, la situation empirait. Adam fréquentait d'abord des écoles publiques, puis une école catholique, mais nulle part il ne trouvait sa place. Ses professeurs découvraient avec horreur les histoires qu'il écrivait, des récits violents et perturbants mettant en scène du cannibalisme et de la taxidermie humaine. Ces textes n'étaient pas de simples fantaisies d'enfants. Ils révélaient quelque chose de profondément dérangeant. Une décision judiciaire finit par trancher. Adam serait éduqué à domicile. Il ne participait qu'à quelques séances avec un psychologue et à un groupe de technologie. Son isolement social devenait total. Il tenta brièvement de retourner au lycée, mais l'expérience fut un échec. Les autres élèves le regardaient comme une curiosité, un étranger dans son propre monde. Contre toute attente, Adam parvint à entrer à l'université. Mais cette tentative de normalité dura moins d'1 an. Il abandonna ses études et retourna dans la maison familiale, dans sa chambre, où il allait progressivement construire son propre univers de ténèbres. Un univers dont personne ne soupçonnait la dangerosité. Ses parents se séparèrent alors qu'il était adolescent. Le divorce créa une fracture définitive dans la famille Lanza. Adam cessa progressivement tout contact avec son père, Peter, et son frère Ryan. Les dernières communications se faisaient par email, froid et distant. Nancy, sa mère, devenait la seule présence constante dans sa vie. Nancy Lanza était une femme particulière. Divorcée et financièrement à l'aise, elle s'était entièrement consacrée à son fils. Mais elle avait un hobby inhabituel, le tir sportif. Elle possédait plusieurs armes à feu, toutes légalement enregistrées. Elle emmenait même ses fils au stand de tir, pensant peut-être que cette activité les rapprocherait. Cette passion pour les armes transformerait la maison des Lanza en arsenal, des fusils, des pistolets, des munitions. Nancy pensait probablement qu'elle contrôlait la situation, qu'elle enseignait à ses fils la responsabilité et la discipline. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle armait sans le vouloir le futur auteur d'une tragédie. Adam grandissait dans cette maison, entouré d'armes, isolé du monde extérieur, plongeant de plus en plus profondément dans ses obsessions. Les fondations de la catastrophe étaient posées, pierre par pierre, jour après jour, dans le silence d'une banlieue apparemment paisible du Connecticut. La chambre d'Adam Lanza était devenue une caverne. Il avait recouvert ses fenêtres avec des sacs plastiques noirs, bloquant toute lumière naturelle. Il vivait dans l'obscurité permanente, comme un vampire moderne. La lumière du soleil lui était devenue physiquement insupportable. Cette obscurité n'était pas seulement physique, elle était mentale. Ses journées se ressemblaient toutes. Adam passait des heures interminables devant son ordinateur, jouant à des jeux vidéo violents et rythmés. Mais ce n'était pas le jeu en lui-même qui l'obsédait. C'était autre chose,
quelque chose de bien plus sombre qui germait dans son esprit. Quelque chose qu'il cachait soigneusement, même à sa mère. Adam avait développé une fascination morbide pour les massacres scolaires, pas comme un observateur horrifié, mais comme un étudiant méticuleux. Il passait des nuits entières sur des forums en ligne, sous divers pseudonymes, discutant de ces événements avec d'autres personnes, partageant cet intérêt macabre. Il analysait chaque détail, chaque stratégie, chaque erreur commise par les tireurs. Mais son obsession dépassait largement la simple discussion. Adam avait créé une feuille de calcul monumentale répertoriant plus de 500 cas de tueurs de masse à travers le monde. Chaque entrée contenait des détails précis, le nombre de victimes, les armes utilisées, la durée de l'attaque, les méthodes employées. C'était un catalogue de l'horreur, organisé avec la précision d'un scientifique. Il ne se contentait pas de compiler ces informations. Adam éditait activement des articles sur Wikipédia concernant ces massacres, ajoutant des détails, corrigeant des inexactitudes. Il voulait que ces informations soient parfaites, accessibles. Pour quelle raison? Personne ne le savait alors. Mais avec le recul, ses actions prennent une signification terrifiante. Son obsession se concentrait particulièrement sur un événement, le massacre de Columbine en 1999. Eric Harris et Dylan Klebold étaient devenus dans l'esprit malade d'Adam quelque chose comme des modèles. Il étudiait chaque aspect de leur attaque, visionnait les vidéos, lisait leurs écrits. Il cherchait à comprendre non pas pourquoi ils l'avaient fait, mais comment ils auraient pu faire mieux. À un moment donné, Adam tenta même de s'engager dans l'armée américaine. On imagine qu'il cherchait peut-être un entraînement, une légitimité ou simplement un accès à des armes plus puissantes. Sa candidature fut rejetée. Les raisons exactes ne sont pas claires, mais son profil psychologique avait probablement déclenché des alertes. L'armée venait, sans le savoir, d'éviter de former un futur tueur de masse. Pendant ce temps, Nancy Lanza s'inquiétait. Elle voyait son fils se replier de plus en plus sur lui-même. Elle tentait de l'encourager, de le soutenir, mais Adam construisait des murs toujours plus hauts autour de lui. Elle ne savait pas ce qui se tramait derrière la porte de sa chambre obscurcie. Elle ne pouvait pas voir les fichiers sur son ordinateur, les discussions sur les forums, la feuille de calcul des massacres. Adam planifiait. Dans le silence de sa caverne, entouré par l'obscurité qu'il avait créée, il se préparait. Chaque jour qui passait le rapprochait d'une décision terrible. Une décision qui allait détruire des dizaines de vies et traumatiser une nation entière. Le compte à rebours avait commencé et personne ne le savait. Le 13 décembre 2012 restera une date étrange dans cette histoire. Ce jour-là, Adam Lanza sortit de la maison, ce qui était déjà inhabituel. Il monta dans la voiture et conduisit jusqu'à l'école primaire Sandy Hook. Il était exactement 9h09 du matin. Pendant 23 minutes, il parcourut les environs de l'école, observant, mémorisant, planifiant. Que faisait-il exactement? Repérait-il les accès? Chronométrait-il le temps de réaction de la police? Ou peut-être hésitait-il encore, cherchant une raison de renoncer? Nous ne le saurons jamais. À 9h32, il retourna à la maison. Cette reconnaissance était terminée. Le plan était fixé. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment. Ce soir-là, Nancy Lanza rentrait d'un voyage. Elle ne se doutait de rien. Elle retrouvait son fils dans cette maison qu'ils partageaient, sans savoir qu'elle vivait ces dernières heures. Ils dînèrent peut-être ensemble, échangèrent quelques mots. Nancy alla se coucher, probablement fatiguée de son voyage, sans imaginer une seconde ce qui l'attendait. Adam ne dormit probablement pas cette nuit-là. Dans sa chambre obscure, il finalisait ses préparatifs. Il détruisit le disque dur de son ordinateur, effaçant toute trace de ses recherches, de ses obsessions, de ses motivations. Il ne voulait laisser aucune explication, aucun manifeste. Contrairement à beaucoup de tueurs de masse, Adam ne cherchait pas à justifier ses actes. Il voulait juste les commettre. Il sélectionna ses armes avec soin. Le rifle Bushmaster XM15E2S, calibre .223, ainsi que 2 pistolets, un Glock 20 SF et un Sig Sauer P226. Il prépara 10 chargeurs de 30 balles chacun, plus des munitions supplémentaires. Une espingarda restait dans la voiture, comme une option de secours. Il s'habilla entièrement en noir. L'heure approchait. Vers 9h du matin, le 14 décembre 2012, Adam entra dans la chambre de sa mère. Nancy Lanza dormait paisiblement dans son lit. Son fils, l'enfant qu'elle avait élevé, protégé, soutenu malgré tous ses problèmes, se tenait au-dessus d'elle avec un rifle Savage Mark II. Il tira 4 fois. 4 balles dans la tête de sa propre mère. Nancy mourut instantanément, sans même se réveiller.
Ce meurtre n'était pas un acte de rage ou de passion, c'était une exécution froide, calculée. Adam éliminait le seul obstacle entre lui et son objectif final. Il ne laissa aucune note, aucun mot d'adieu. Il quitta simplement la maison, chargea ses armes dans la Honda Civic de sa mère et prit la direction de l'école primaire Sandy Hook. Le trajet ne dura que quelques minutes. Adam connaissait bien ce chemin. Il l'avait parcouru la veille. Les rues étaient calmes en ce vendredi matin de décembre. Les parents déposaient leurs enfants à l'école, les enseignants préparaient leurs cours. Personne ne remarqua la Honda Civic qui se garait sur le parking. Personne ne vit le jeune homme vêtu de noir qui en sortait, lourdement armé. Il était exactement 9h30. Dans 10 minutes, 26 personnes seraient mortes. L'école primaire Sandy Hook allait entrer dans l'histoire pour les pires raisons possibles. Et tout avait commencé par le meurtre de Nancy Lanza, une mère qui n'avait jamais cessé d'aimer son fils, même quand celui-ci s'était transformé en monstre. La journée la plus sombre de Newtown venait de commencer. Adam Lanza se dirigea vers l'entrée principale de l'école Sandy Hook. Les portes étaient verrouillées, conformément au protocole de sécurité. Cela ne l'arrêta pas. Il leva son rifle et tira sur la vitre blindée. Le verre explosa. L'alarme se déclencha immédiatement, mais il était déjà à l'intérieur. Il était 9h30 précise. Les premiers sons de coups de feu résonnèrent dans les couloirs. Dawn Hochsprung, la directrice de l'école, et Mary Sherlach, la psychologue scolaire, se précipitèrent hors de leur réunion pour voir ce qui se passait. Elles n'eurent même pas le temps de comprendre. Adam les abattit toutes les deux dans le couloir. Leurs corps s'effondrèrent sur le sol. Les premières victimes venèrent de tomber. Dans le bureau proche, l'infirmière et plusieurs employés entendirent les détonations. Ils se cachèrent immédiatement, retenant leur respiration, priant pour que le tireur ne les trouve pas. Leur instinct de survie les sauva. Adam passa devant le bureau sans y entrer. Il avait un autre objectif en tête, les salles de classe. La salle numéro 8 était sa première cible. La professeure Lorraine Rousseau donnait cours à ses élèves de première année, des enfants de 6 ans, innocents, qui apprenaient à lire et à compter. Adam entra dans la classe. Ce qui se passa ensuite est trop horrible pour être décrit en détail. Il tira méthodiquement, sans hésitation, sans émotion. Lorraine Rousseau mourut en tentant de protéger ses élèves. 14 enfants furent tués dans cette seule salle de classe. Il se dirigea ensuite vers la salle numéro 10. Là, les enseignantes avaient entendu les coups de feu et tentaient désespérément de protéger les enfants. Certains se cachèrent dans les placards, d'autres restèrent figés de terreur. Un petit garçon de 6 ans, Jesse Lewis, fit quelque chose d'extraordinairement courageux. Il cria à ses camarades de courir, pendant qu'Adam rechargeait son arme. Jesse fut tué, mais son sacrifice permit à plusieurs enfants de s'échapper. Une petite fille eut un réflexe de survie remarquable. Lorsqu'Adam tira dans sa direction, elle s'effondra au sol et fit la morte. Entourée par les corps de ses camarades et de son enseignante, couverte de leur sang, elle resta immobile, retenant sa respiration. Adam passa devant elle sans tirer une seconde fois. Elle survécut, mais avec des blessures psychologiques qui ne guériront probablement jamais. Un détail technique sauva quelques vies ce jour-là. Adam avait l'habitude de recharger son rifle avant même que le chargeur ne soit vide. Cette manie de perfectionniste, probablement acquise lors de ses sessions de tir avec sa mère, créait de courts moments pendant lesquels il ne tirait pas. Ces quelques secondes permirent à certains enfants de fuir ou de se cacher plus efficacement. À l'extérieur, les sirènes de police se rapprochaient. Les premiers appels d'urgence avaient été passés dès les premiers coups de feu. La police de Newtown arrivait en force, mais pour les personnes à l'intérieur de l'école, chaque seconde semblait une éternité. Les enseignants barricadèrent leurs portes, cachèrent leurs élèves, tentaient désespérément de les protéger du massacre. À 9h40, soit 10 minutes après le début de l'attaque, Adam Lanza entendit les sirènes se rapprocher. Il savait que son temps était écoulé. Il avait tiré 154 fois avec son rifle, touchant 26 personnes. Il n'avait montré aucune hésitation, aucune émotion, aucune humanité. Maintenant, son plan touchait à sa conclusion logique. Dans un dernier geste de lâcheté, Adam Lanza porta son pistolet Glock à sa tempe et pressa la détente. Il s'effondra au sol, mort instantanément. Le massacre de Sandy Hook était terminé. 20 enfants âgés de 6 à 7 ans étaient morts. 6 adultes qui avaient tenté de les protéger avaient péri. Plus tôt dans la matinée, Adam avait tué sa mère. Le bilan total s'élevait à 28 morts, incluant le tireur lui-même. Quand les policiers entrèrent finalement dans l'école, ils découvrirent une scène d'horreur indescriptible. Des corps d'enfants jonchaient les salles de classe, des enseignants morts en position protectrice,
Et au milieu de tout cela, Adam Lanza, étendu dans son propre sang, emportant avec lui toutes les réponses que nous cherchons encore aujourd'hui. Car c'est peut-être l'aspect le plus frustrant de cette tragédie. Nous ne saurons jamais vraiment pourquoi. Adam n'a laissé aucun manifeste, aucune lettre d'explication, aucun journal intime. Il a détruit son ordinateur, effaçant toute trace de ses motivations. Le FBI a récupéré quelques textes et sa fameuse feuille de calcul des massacres, mais rien n'explique pourquoi il a choisi ce jour précis, cette école en particulier, ces enfants innocents. Peter Lanza, son père, a publiquement présenté ses excuses aux familles des victimes. Dans une interview déchirante, il a déclaré qu'il souhaitait que son fils ne soit jamais né. Adam a été enterré dans un lieu tenu secret, sans cérémonie, sans pierre tombale. Même dans la mort, il demeure une énigme enveloppée de ténèbres. Le massacre de Sandy Hook nous rappelle que le mal existe, parfois sans raison compréhensible, et qu'il peut surgir des endroits les plus inattendus. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous continuons à explorer les affaires criminelles les plus marquantes, toujours avec respect pour les victimes. Partagez cette vidéo pour que nous n'oublions jamais. Et surtout, dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'un tel drame aurait pu être évité? À bientôt pour une nouvelle enquête.